Jean-Philippe Trabichet, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Alors, tu es professeur à la HEG Genève et également chef du département informatique de gestion et président de Caritas Genève. Et plus dernièrement, président également du comité d'experts d'Alpacity. Et je te remercie vraiment de prendre ce rôle. Alors aujourd'hui, on va parler informatique, on va également parler formation et impact du numérique dans la société. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Alors effectivement, merci de l'accueil. Comme tu l'as dit, je suis professeur d'informatique. Ça fait quelques années déjà. Je suis un informaticien des années 80, mais ça, à mon avis, un petit atout aujourd'hui pour avoir le recul nécessaire. J'ai vécu quelques changements, quelques ruptures. Ça me permet de les évaluer. Dans ma carrière, je ne suis pas ingénieur, mais enfin, j'ai fait de la technique comme informaticien. Et puis, comme tu l'as également dit, rapidement, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est effectivement de voir comment fonctionne la technique, mais de voir quel est son impact sociétal, quel est son impact sur les citoyens. Et donc, je me suis orienté plutôt sur des mandats et des projets de recherche ensuite sur ce sujet. Euh, j'ai eu la chance, à la fin des années 90, de mettre en place la cyberadministration du canton de Genève. C'était révolutionnaire, hein. On a mis en place un site web, des résultats de votation, ensuite un vote par Internet et toutes ces choses-là. Donc, c'est toute une vie avec effectivement des expériences passionnantes. Et donc, comme tu l'as dit, dans une deuxième vie, je préside Caritas Genève. Ouais, c'est très beau. Quel est un petit peu ton regard sur l'évolution de l'informatique dans les grands thèmes et puis un petit peu son évolution future que tu imagines? Alors, je pense qu'il y a deux manières de voir la chose. On peut avoir quelques inquiétudes de voir qu'il y a de l'informatique partout, mais vraiment partout. Ou bien de se dire, l'informatique, elle a multiplié, par exemple, les interactions sociales et autres. Donc, on sait tous que l'informatique a commencé par savoir faire des calculs. On parlait de computer, hein, avant que le mot ordinateur n'existe. Donc, les machines servaient à calculer des angles de balistique, des stocks, des équations mathématiques. Et petit à petit, les gestionnaires ont pris en main l'informatique. C'était pour eux un outil très, très performant, qui est toujours d'ailleurs. Donc, ils ont pu faire de la gestion de stock, la comptabilité et autres. Et au moment où on a commencé à utiliser le mot informatique, c'est qu'on a vu qu'on pouvait transformer le numérique que la machine gérait par des informations. Et donc, les ordinateurs ont commencé à prendre en charge les informations, pour faire d'abord du tri, hein. Et petit à petit, ils ont envahi complètement la communication. C'est peut-être là que je suis assez optimiste, parce que le fait d'avoir permis à l'informatique, enfin, le fait d'optimiser la communication permet d'augmenter les échanges. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de l'informatique est en mission pour augmenter les échanges avec les humains. Et donc ça, c'est très positif. Et puis la dernière évolution de l'informatique, c'est ces interactions sociales, puisque aujourd'hui, dans la plupart de nos interactions sociales, il y a entre nous deux, ou entre deux humains qui parlent entre eux, un ordinateur. Et de nouveau, moi, je vois les choses du bon côté, avec le verre à moitié plein, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter ces interactions sociales. Alors, d'autres diront il y a des soucis parce que ça isole certaines fois et autres. Je vais peut-être faire une petite anecdote ici. Pendant des années, on a dit que les informaticiens étaient un peu autistes derrière leur écran, à manger des pizzas, boire du coca, pas trop de contact avec les autres. Tu l'as dit, je dirige une filière d'informatique, de gestion. Je forme des informaticiennes et des informaticiens. Et donc, on forme aujourd'hui des communicants. On forme aujourd'hui des jeunes qui, en sortant, doivent être capables de parler avec les clients, de les écouter, etc. Donc, on s'éloigne de ces mauvais modèles que, effectivement, l'informatique de base, la computer science au début était peut-être pas très bonne, quoi. Tu le disais, l'informatique se déverse un petit peu de partout dans la société. Est-ce que l'informaticien de demain, finalement, est-ce qu'on sera toutes et tous informaticiens ou informaticiennes? J'espère bien que non. Moi, j'ai le souvenir de quand je partais en voiture avec mon grand-père, que quand on arrivait dans une pente, il levait le capot, puis il allait nettoyer la bougie.
Moi, j'espère que quand je conduis ma voiture aujourd'hui, je n'ai pas à faire ça. Et c'est un peu la même chose avec l'ordinateur. Donc, j'espère que quand toi, tu n'es pas informaticienne, quand tu utilises les ordinateurs, tu n'as pas besoin de jouer l'informaticienne amateur. Mhm. Hein. Ceci dit, le fait de vivre avec un ordinateur nécessite ce qu'on appelle une littératie numérique, c'est-à-dire une compréhension de ce que la machine fait ou ne fait Mhm. pas. Je pense qu'on parlera plus tard d'intelligence artificielle, ça permettra de encore plus étayer cette justification. Donc, il est très très important que, par l'informatique, mais l'approche de la vie avec les ordinateurs, je ne parle pas de mots techniques, on parle de pensée computationnelle et autres, soit enseignée à l'école, soit enseignée en formation continue, qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas un fossé numérique pour certaines personnes. Ça, c'est essentiel. Mais j'ai absolument aucune envie que tout le monde... Enfin, je pense que personne n'a envie d'être informaticien, sauf les informaticiens, ouais, ou les informaticiennes. Qui ont envie de l'être. Mhm. On parle aussi beaucoup de pénurie d'informaticiens, informaticiennes. En tout cas, on lit beaucoup de chiffres. On n'arrive pas encore bien à savoir à quoi ces chiffres correspondent. Mais quel est un petit peu ton point de vue sur cette pénurie? Et puis surtout, s'il y en a une, comment on peut résoudre ce problème? Alors, comme chef de département de formation d'informaticiens, naturellement, je suis interpellé sans cesse par les milieux économiques, par Mhm. les politiques, en nous disant, mais il faut former plus d'étudiants. C'est vrai que dans mon département à Genève, qui est une grande ville, on a 250 étudiants. C'est pas négligeable, enfin, c'est petit. Hein. Mm. Peut-être qu'au Polytechnique de Zurich, ils en ont 500. Donc, on est loin des milliers ou des dizaines de milliers que les associations professionnelles publient chaque année en disant il faut faire très attention, en 2030, il manquera, je sais pas, 20 000, 25 000, je n'ai pas mis à jour mes chiffres, mais c'est quelque chose que j'entends depuis des dizaines d'années. Je Ok. pense qu'il y a une raison de s'inquiéter. On ne peut pas avoir une société entièrement numérisée, entièrement dépendante de systèmes informatiques sans informaticiennes et informaticiens. Et puis, je n'ai pas de solution. Ce que je pense, c'est que les ordinateurs peuvent suppléer au manque d'informaticiens. Dans certains cas, il y a des capacités de certains ordinateurs d'améliorer l'interface afin de pouvoir discuter avec des utilisateurs, par exemple avec la notion d'agent ou autre, pour que euh, tout le monde puisse agir avec l'ordinateur sans être informaticien. Il y a aussi eu des standardisations des interfaces. Hein. Mhm. Moi, je pense que euh, Microsoft a fait beaucoup pour permettre à tout le monde d'utiliser l'ordinateur. Hein, parce qu'il a standardisé l'interface, comme on a standardisé l'interface de conduite d'une voiture. Finalement, Mhm. j'aime bien la comparaison avec les voitures Oui. aujourd'hui. Voilà, donc j'ai absolument aucune solution. Nous, on fait beaucoup de promotion pour les filières d'informatique. Il y a plein d'outils politiques qui sont mis à disposition. Il y a des aménagements d'études et autres. Ça ne multiplie pas par deux le nombre d'étudiants chaque année. Mais la tendance, elle est positive. J'ai quand même chaque année plus d'étudiants. L'année passée, on a sorti 47 diplômés dans une filière de 250 étudiants. C'est un record. J'ai jamais vu ça. Et puis vous imaginez que j'ai quelques années Mhm. derrière. Donc on fait ce qu'il faut. Et puis, alors voilà, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire, mais la Suisse romande a l'avantage d'avoir le grand réservoir français autour. Et Mhm. puis, il y a beaucoup de possibilités d'engager des informaticiens qui viennent un peu plus loin de l'Europe. Bien sûr. De toute façon, on a toujours exporté notre informatique. Hein. On a commencé à l'exporter à l'Est, par exemple en Roumanie, il y a eu de grandes entreprises de développement. Donc en fait, on garde ici en Suisse romande l'informaticien qui va faire le lien avec les développeurs qui seront alors d'abord en Roumanie, ensuite on est allé en Inde, ensuite on est allé en Chine. Euh, voilà, après, il y a d'autres soucis. Mais disons, c'est un problème récurrent Mhm. qui est dénoncé et compris par les milieux économiques, pour lequel il y a des efforts qui sont faits, mais il n'y a pas des résultats extraordinaires. Donc, on manque toujours d'informaticiens. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent faire ces études, je les encourage vivement. De toute façon, c'est ce que je fais une grande partie de mon temps. Bah, Voilà. justement, tu diriges la formation d'informaticien de gestion à la HEG, on l'a dit tout à l'heure. Peut-être juste, quelle différence entre le parcours de- d'ingénieur et celle en informatique de gestion? Ouais, c'est une excellente question parce que, et puis c'est aussi mon dada, j'adore C'est vrai? expliquer la différence parce que je pense que les jeunes,
ils disent, tiens, je ferais bien des études d'informatique. Et puis, il faut qu'ils comprennent que c'est très différent. Alors, bien sûr, il y a un tronc commun important à la Haute École de Gestion. C'est une école de business. On a un diplôme d'informaticien ou d'informaticienne de gestion. Ça veut dire qu'on forme des informaticiens. Ça veut dire qu'ils ont toutes les compétences qu'on attend d'un informaticien ou d'une informaticienne. Ils ont les compétences de modélisation, de programmation, des compétences techniques au cours du réseau, etc. Les écoles d'ingénieurs, comme la HGVD ou l'EPIA, elles vont former des ingénieurs en informatique, qui vont avoir aussi toutes ces compétences techniques. Donc là, il y a un tronc commun. La différence, elle est conceptuelle. Un informaticien ou une informaticienne de gestion, il va répondre à un besoin et il va proposer une solution à une entreprise dans laquelle il travaille ou à des clients ou autres. Donc il va devoir réaliser quelque chose qui va permettre d'améliorer un processus dans un cadre très strict, un cadre budgétaire, un cadre de risque, un cadre de responsabilité. Et à la fin, on a un outil qui est destiné, qui est fait pourquoi il était destiné, c'est-à-dire qu'il va répondre aux besoins, ou pas. Hein. Il y a beaucoup de projets informatiques qui ne vont pas. Hein. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais l'objectif est là. Un ingénieur, d'ailleurs dans le mot ingénieur, il y a cette notion de génie. Un ingénieur, il va proposer des nouvelles technologies, il va tester des trucs, il va travailler dans un laboratoire, il va mettre sur le marché une technologie qui n'est pas forcément avec une finalité. On va tout d'un coup se retrouver avec un outil qu'on peut utiliser, et puis c'est là la grande capacité de l'humain, c'est d'en faire quelque chose. Il y a plein d'exemples de technologies qui ont été mises en place et puis qui ont été contournées, pour lesquelles on a fait autre chose que ce qui était prévu. Et il n'y a pas là c'est quand même beaucoup, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de liberté, on va dire, pour un ingénieur que pour un informaticien de gestion. Par contre, l'ingénieur, il doit avoir ce talent de génie, ce talent d'innovation. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quand je discute avec des futurs étudiants ou étudiantes, je parle comme ça, j'essaie de les titiller, et puis normalement, à la fin, ils voient dans quelle option ils se dirigent. Et c'est jamais très grave, parce que on fait un bachelor, si on parle du niveau universitaire, hein, et puis ensuite on peut faire un master en se réorientant. On a des ingénieurs qui ont fait finalement de l'informatique de gestion, hein, après, dans leur travail, dans leur vie professionnelle. C'est plus rare qu'on ait des informaticiens de gestion qui deviennent ingénieurs plus tard, parce que il y a tout un tronc commun de mathématiques, de physique qui sont nécessaires et qu'on n'a pas forcément lorsqu'on fait pas 5 ans d'études d'ingénieur. Voilà. C'est possible, mais c'est un peu moins commun. Voilà. Mais c'est très différent. Hein. J'espère que je t'ai convaincu, mais c'est Oui, vraiment deux vies différentes, hein. Deux encadrements professionnels différents. Donc normalement, il n'y a pas d'hésitation. On sait si on veut faire l'un ou l'autre. On le sait assez vite. Ouais. Alors il y a les étudiants, mais il y a aussi les professeurs. Quel type de profil vous avez? Comment ils ont aussi évolué au fur et à mesure du temps? Comment ils se mettent à jour? Et est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors, on recrute toujours des professeurs, des enseignants en informatique. C'est pas évident du tout. On a beaucoup de difficultés à trouver des professionnels qui vont tout d'un coup orienter leur carrière dans l'enseignement, en particulier dans le monde de l'informatique, parce que la vie professionnelle d'informaticien et d'informaticienne, elle est passionnante, parce que les salaires sont très élevés, que même si on est quand même correctement payé à la HES ou à l'université, on a de la peine à régater avec ce que, je sais pas moi, une administration, une banque ou bien n'importe quelle autre industrie va faire rémunérer les gens. Donc on a beaucoup de difficultés à trouver des enseignants. On a deux types d'enseignants fondamentalement dans une université, des professeurs à plein temps qui vont être légitimés par leur recherche, c'est-à-dire que ils vont se faire reconnaître par leurs pairs, faire ce qu'on fait dans toute université, publier des papiers, aller dans des conférences, décrocher des budgets de recherche, etc. Donc voilà, c'est une vision. Hein. Et puis il y a les enseignants à temps partiel qui ont une activité professionnelle et qui sont légitimés par le fait qu'ils sont reconnus par l'industrie et puis ils viennent parler de ce qu'ils font. Le truc, c'est que quand on est informaticienne ou informaticien, on a des journées qui sont assez chargées
et que si on doit encore donner 2 heures de cours ou une demi-journée par semaine, c'est des fois difficile. Donc ce n'est pas un sujet facile. Pour un chef de filière comme moi, c'est un gros souci de tous les jours, de trouver. Donc on engage. Le message, il est là aussi. Pour les jeunes, faites de l'informatique. Pour les plus âgés, venez enseigner. Venez enseigner. Voilà. Justement, tu le soulignais aussi sur les journées importantes dans le privé, par exemple, et puis ensuite de venir enseigner. Mais sur l'aspect également, vous êtes dans un secteur qui va vite. Comment on organise un petit peu cette formation continue et les profils qui sont embauchés à la HEG? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Une des questions principales, c'est comment le plan d'études cadre va évoluer par rapport à l'évolution. Le 30 novembre 2022, il y a tout d'un coup ChatGPT qui sort, une interface facilitante à communiquer pour l'intelligence artificielle. Comment réagit une filière d'informatique? Alors, on va dire la chose suivante. On va mettre à jour régulièrement, sous forme d'une rupture importante, un plan d'études cadre. C'est-à-dire que tous les 6 ans, par exemple, 6-7 ans, on va dire qu'on revoit globalement le profil que le diplômé en informatique doit avoir. Comment on fait ce profil? On réunit des profs, on réunit des employeurs, on réunit quelques étudiants ou quelques diplômés, et puis on leur demande de nous dessiner qui ils ont besoin. Et puis ensuite, on va essayer d'imaginer des objectifs de cours nécessaires à atteindre ce profil, et ensuite on va mettre en place des plans de cours. Donc ça, on va le faire régulièrement. Et d'ailleurs, on l'a fait depuis que la filière existe, depuis 1998, on l'a fait 3 fois, 3 fois, et on se pose la question si c'est le meilleur plan, parce qu'effectivement, tout va toujours plus vite. Alors, on a toujours eu des cours dynamiques qui évoluaient. On a 2 tiers des cours qui sont assez stables, et puis on a 1 tiers qui sont des cours où les profs peuvent se lâcher. Chapitre choisi, nouvelles technologies, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser la proportion? 2 tiers de cours où on peut évoluer chaque semestre, et puis ensuite 1 tiers seulement de plans d'études. Enfin, pour répondre à ta question, on est assez réactif. On arrive bien à jouer le jeu de l'arrivée d'une technologie. On a rarement raté une coche. Moi, j'en ai vu quand même pas mal. Il y a eu le web, il y a eu la blockchain, il y a eu l'intelligence artificielle. À chaque fois, on a bien pu réagir. Disons, pour prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, on disait que c'était en novembre 2022. Au printemps 2023, le prof qui donnait le cours de 3e année, il a intégré des cours de programmation d'API pour que, non pas seulement les étudiants ils utilisent le chatbot de ChatGPT, mais qu'ils puissent interroger, ce qui était d'ailleurs bien meilleur marché, directement par leur propre programme, le ChatGPT. Et puis ça, les étudiants, ils adorent, parce qu'ils voient qu'il se passe ça. Ils voient aussi que dans les autres filières, à la HEG, il y a les filières d'économie d'entreprise et autres, ils jouent avec, et eux, ils disent, nous, on sait faire un prompt, on sait expliquer, on a compris comment ça marche, on a compris qu'est-ce que tu peux attendre, etc. Et ça, c'est assez grisant. Ils se sentent dans le train. Ouais. Et merci aux profs qui jouent le jeu. Absolument. Quand on parle aussi d'informatique et de numérique, on pense aussi un peu à toute cette culture geek, ces gens qui se sont auto-formés. Est-ce qu'ils peuvent postuler pour rejoindre des formations à la HEG? Est-ce que c'est des profils que vous trouvez intéressants? Comment se place cette culture geek par rapport à l'informatique plus traditionnelle? La culture, c'est pas une histoire d'informatique traditionnelle. La culture geek, elle va se heurter au protectionnisme du système universitaire qui permet de rentrer à la HEG que si tu as fait une maturité, que tu as une expérience professionnelle délimitée, enfin définie clairement et tout. Donc, et c'est vrai que dans le monde de l'informatique, il y a une culture geek. Alors, moi, je vais peut-être répondre de la façon suivante. Il y a un autre marché, et puis il y a d'autres possibilités de se former, où il y a des employeurs, et souvent c'est les plus performants, les plus magnifiques, comme par exemple Google. Je pense que pour rentrer chez Google, ton diplôme universitaire, il n'est pas forcément examiné. C'est plutôt des tests qu'ils te font faire, on te met dans une piscine, comme on dit, et puis hop, tu vas partir. Donc, mais je vais quand même un petit peu réfréner l'énergie, enfin réfréner l'envie, c'est qu'il faut quand même être très bon.
Donc le système traditionnel où tu fais des études, tu fais une maturité, tu vas faire un bachelor, tu vas faire un master, il t'emmène avec toi. Il y a quand même tout un enseignement traditionnel en frontal où tu vas voir des profs, tu vas imiter ton prof parce que c'est pas évident pour tout le monde d'être autodidacte, même si tu es totalement geek, hein. Et puis même des fois, ça dérape, hein. Donc c'est des fois bien de restructurer. Donc je pense que la formation traditionnelle, elle n'a pas encore dit son dernier mot parce que je pense que la majorité des jeunes, ils ont besoin, quand ils sont formés, de pouvoir voir un enseignant et d'imiter, de s'imaginer, d'être comme ce prof, de pouvoir répondre aux questions. Il y a des fois une autre question qui se pose là, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner un cours d'open innovation, par exemple, alors qu'à Berkeley, il y a le professeur Chesbrook qui a la sommité dans ce domaine. Il donne le cours en ligne, donc les étudiants n'ont qu'à le regarder. Ça ne marche pas non plus, parce que il est trop loin, et puis il est inabordable, et puis on a besoin de lui parler, etc. Quand on est enseignant, on doit avoir un contact avec les jeunes, et on n'est certainement pas aussi bon que le spécialiste mondial du domaine en question, hein, mais on est là. Et puis l'étudiant, il peut nous parler, etc. Ça n'empêche pas de montrer de temps en temps un petit bout du cours du Ponte. Bien sûr. Mais disons, donc les universités locales et modestes comme les nôtres, elles ont encore un avenir. Oh, pas si modeste. Merci. Qu'est-ce qui t'a d'ailleurs le plus marqué dans ta carrière? Ah ouais. Quand j'étais étudiant, alors je pense que ce qui m'a le plus marqué, on y reviendra, c'est l'arrivée du web. Ça a quand même transformé beaucoup de choses. Tout à l'heure, je te disais que moi j'aime bien l'impact de la technologie sur la société, c'est absolument magistral. Mais il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter à mes étudiants. Alors des fois j'hésite parce que je me dis ça fait un peu ringard. Voilà. Je raconte une histoire qui a eu lieu en 1986, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quand même des trucs qui arrivent rarement plus que tous les 100 ans. Enfin, ou disons En fait, j'étais à l'université et puis notre prof de méthode avancée de programmation, Jean-Claude Courbon, je me rappelle de son nom, nous a dit, on était une dizaine d'étudiants, même pas 7 ou 8, hein, je ne suis pas sûr que ça s'appelait encore informatique, mais le cours s'appelait peut-être encore calcul électronique. Ah, d'accord. Bon, ça ne me rajeunit pas, et puis ça ne va pas rendre le truc plus sexy. Mais quand même, il nous a dit, venez ce soir dans le grand auditoire, vous allez voir un truc incroyable. Et donc on est venu, c'était à 19h30, l'auditoire était plein, il devait y avoir 400 personnes d'hommes d'affaires, tous des hommes, hein. C'était 1986. En costume cravate, qui étaient là, et arrivent deux gars un peu détendus, chevelus, comme on pouvait à l'époque être, avec des jeans et tout, qui installent un Apple II, c'était le petit ordinateur de l'époque, hein. Dessus, il y avait une petite télévision, ils ont pris une caméra, ils ont filmé la télévision, il y avait des beamers avec les trois... comme quoi, je me rappelle bien de la scène, elle m'a marqué, hein, avec les 3 couleurs pour projeter et tout. Et puis, ils avaient un outil qui s'appelait VisiCalc. Et cet outil, ce logiciel, c'est l'ancêtre des tableurs qu'on connaît aujourd'hui, comme Excel, hein. Et donc, ils ont fait une petite grille, c'était limité, hein, il y avait peut-être 20 lignes sur 8 colonnes, ou peut-être 10 colonnes. Et puis, ils ont mis achat, marge, frais de transport, vente, etc. Donc, ils ont écrit tout ça. Après, ils ont mis des chiffres. Les gens, on était déjà à l'usage du traitement de texte. Ils ont dit, ah oui, c'est un outil qui permet de faire du traitement de texte en tableau, c'est pas mal. Et puis, naturellement, personne ne savait comment marchait un tableur, donc personne n'a vu que les gars, ils mettaient pas simplement des chiffres, ils mettaient des formules, comme nous, on sait aujourd'hui, hein. Ok, fin de l'histoire, le tableau est terminé, et le présentateur dit, eh ben voilà, imaginez que vous obteniez un rabais important sur les frais de transport, il change le chiffre, et tout le tableau s'est changé. Il y a eu un silence dans la pièce, et alors là, ma mémoire et puis la légende me transforme peut-être la vérité, hein, je ne prétends pas dire exactement ce qui s'est passé, mais les gens ont signé des chèques pour partir avec ces ordinateurs, avec ce tableur. Ça valait à peu près 10 000 francs, l'ordinateur plus le tableur, hein, parce qu'ils ont senti qu'à ce moment-là, leur vie de tous ces gens qui faisaient des budgets sur des grandes feuilles de papier, avec un crayon, avec une gomme, avait changé. Et ça, on appelle ça une killer application. C'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est une anecdote qui m'a marqué, que je suis capable de raconter encore 30 ans plus tard. Et ça, est-ce que tu l'as revécu pour le web? Et est-ce que tu le revis aujourd'hui avec des actualités comme l'IA, par exemple? Alors, je ne l'ai pas revécu comme ça, parce que ça, c'était pointu, c'était un moment précis. Avec le web, ça a mis quelques mois, quelques années qu'on s'aperçoive que les choses changent, hein.
Mais le web est aussi une vraie rupture, parce que le web a permis de faire rentrer des nouvelles façons de vivre la société. Hein. Alors, si on a le temps, je peux essayer de décrire l'idée. Hein. C'est que le web est basé donc sur l'Internet, qui est lui-même basé sur un protocole technique qui s'appelle TCP/IP. Et ce protocole technique, il a des caractéristiques de non-centralisation, essentiellement de la non-centralisation, donc un système collaboratif. Et donc, au moment où on met des services web par-dessus, ce protocole technique d'ingénieur, ces caractéristiques techniques vont devenir des caractéristiques sociétales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le web, on arrive à faire des choses de collaboration qu'on ne pouvait pas faire sans ça. Et donc là, il y a quand même une rupture très importante. C'est-à-dire que la façon de communiquer dans la société, parce que l'Internet, c'est d'abord un outil de communication, mais la façon de collaborer va changer. Et donc là, il y avait une rupture. Ensuite, j'ai cru qu'il y aurait une rupture quand la blockchain est arrivée. Je me suis dit, c'est incroyable, on va supprimer... Parce qu'à l'époque, j'étais en plein dans la cyberadministration, hein, donc j'étais en train d'informatiser le registre foncier, le registre des entreprises, et tout ça. Et puis je me suis dit, bon, alors, c'est incroyable. On va faire des smart contracts, c'est-à-dire des petits bouts de code qui s'exécutent à un moment précis dans un système juridique bien précis, qui vont enregistrer quelque chose qui sera immuable, que tout le monde pourra vérifier. Donc, tous les préposés dans les registres avec lesquels je travaille, ils vont perdre leur job. Ça, c'est... Ouais, j'étais jeune, hein. Et puis, je me suis dit, il va y avoir une rupture. Mais rien du tout, il n'y a pas eu de rupture. Alors oui, il se passe beaucoup de choses autour de la blockchain. Et il va se passer des choses, mais ça va beaucoup plus lentement qu'on ne le pense. Et, pour diverses raisons, hein. Par exemple, pour des problèmes écologiques, d'énergie. Hein. Mais malgré tout, ça n'a pas révolutionné les choses. Ça n'a pas été adopté. Mais ça vient. Hein. Il y a des soubresauts, puis on sent que les soubresauts sont de plus en plus importants. Hein. On met en place maintenant des cours de l'utilisation de la blockchain en dehors de la crypto-monnaie, parce que c'est encore une déviance de la blockchain, la crypto-monnaie. Donc, il faut faire la différence. Et puis l'IA, alors l'IA, d'abord l'IA qu'on a actuellement, hein, donc il s'agit d'une IA générative, c'est-à-dire des modèles de langage qui fonctionnent d'une certaine façon. Est-ce que ça va être une rupture fondamentale? Moi, j'ai quelques doutes. Mais disons, il se passe quelque chose. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose avec le web. Ouais, c'est vrai. Il s'est passé quelque chose avec le tableur. Il s'est moins passé quelque chose avec la blockchain, mais c'est pas mort. Il faut qu'on règle quelques problèmes. Et puis, pour les IA ou l'évolution de l'IA, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est encore, je ne sais pas trop. Tu as été bluffé, toi, à la sortie de ChatGPT, la première fois que tu as joué avec? Ouais. J'ai été bluffé, mais comme je le disais, et aussi un peu à cause ou avec mes étudiants, on a respiré un bon coup, hein, et puis on s'est dit, attends, mais il se passe quoi? Comment on va faire? Bon, alors il y a eu plein de problèmes. Il y a des universités qui ont tout bloqué parce que c'était la catastrophe. Il y a eu des angoisses parmi les profs qui posaient une question, puis naturellement, tous les étudiants avaient la réponse, etc. Ou tout d'un coup, les textes que les étudiants rédigeaient n'avaient plus aucune faute et tout. Bien sûr, tout ça. Mais après, il a fallu réfléchir un peu, prendre du recul, puis on s'est dit, non, mais on comprend exactement ce qui se passe. On a vu exactement ce que ces outils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, j'ai été bluffé quelques semaines, quelques mois. Non, quelques semaines. Mais oui, parce qu'il y a des cycles dans la vie estudiantine. Donc, au semestre de printemps, qui commence en février, il a fallu modifier certains cours et modifier certaines évaluations. Et disons, bon, alors voilà, dans la filière d'informatique de gestion, c'est assez sympa. Parce que là, il y a une réaction immédiate, il y a une bonne collaboration avec les étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas cherché à faire dans l'ombre. Hein. Il y a eu des atermoiements par rapport au règlement. Est-ce qu'on doit considérer que c'est du plagiat? Alors, on s'est très vite vu que ce n'était pas le cas, etc., etc. Voilà. Mais j'étais bluffé sur, disons, la fin de l'année 2022, oui. Puis après, on respire. Après, on a respiré. Bien, voilà. Puis après, on est bien à l'aise parce qu'on se dit, ah, on est des bons acteurs là-dessus. Alors, il y a toutes ces avancées technologiques, mais il y a aussi une certaine culture numérique qui s'installe dans notre société, enfin, qui a déjà commencé depuis un moment. Selon toi, ça signifie quoi cette expression culture numérique et qu'est-ce que les PME peuvent en retenir pour finalement peut-être accélérer cette transition numérique, transformation? On ne sait plus vraiment comment l'appeler, mais en tout cas, on baigne dedans.
Alors, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'ai été souvent sollicité par des entreprises pour aider à la transformation numérique. Mes étudiants, souvent leur premier job, c'est de faire ça, quand ils ne font pas du développement. C'est les deux sorties principales. Ils ne sont pas tout de suite chefs de projet, donc ils sont assistants à la transformation numérique. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La culture, ça veut dire quoi? La culture, on peut la remplacer, c'est très réducteur, j'en suis bien conscient, par le fait que c'est une façon de communiquer. Donc ça signifie que quand on parle de culture numérique, e-culture par exemple, c'était le terme générique qu'on retrouve sur Wikipédia, c'est une façon de communiquer dans un monde numérisé. Ensuite, numérisé, ça veut dire quoi? Numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des données sont converties en chiffres et en systèmes binaires. Mais pas seulement des données, des informations, des processus, même des processus physiques, puisque les robots peuvent faire des actions physiques, etc. Donc, les premières difficultés que les entreprises ont lorsqu'elles font leur transformation numérique, c'est que l'organisation est remise en cause. C'est-à-dire que l'informatique, elle dit maintenant, moi, je ne peux pas me contenter de quelque chose de flou. Je veux comprendre. Et d'ailleurs, l'informaticienne ou l'informaticien qui va faire le développement, il dit, mais attends, tu ne peux pas me dire que c'est selon ou c'est au nez que ça se passe. Et ça, c'est important aussi de bien comprendre que l'ordinateur est une machine binaire. Et que binaire, ça veut dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, si on décrit un processus numérique, il faut le maîtriser. Donc, la première déstabilisation dans une entreprise, c'est que l'organisation qui n'est pas parfaite, elle ne l'est jamais, est remise en question et, disons, est critiquée par l'informatique. Et donc, il faut vivre ça. Alors après, c'est loin d'être simple. Pendant longtemps, je me suis dit, ils n'ont qu'à mettre de l'ordre dans leur processus, et puis ça va aller. Et puis après, ça aide aussi à comprendre pas mal de choses. Et puis avec l'âge, on prend un peu de recul. Je me suis dit, mais ce qui est humain, c'est de la logique floue. Quand je prends une décision, je ne sais jamais oui ou non. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai vu un contexte, j'ai imaginé ce qui va se passer, j'ai puisé dans mes valeurs, et puis j'ai pris une décision. Puis peut-être je vais la changer. Puis peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pris... Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire en informatique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision dans un contexte défini, et demain, je prendrai la décision contraire dans le même contexte défini. Ça, les ordinateurs, ils sont perdus. D'accord? Alors, il faut essayer de s'en sortir. Voilà. Alors ça, c'est le tableau. Maintenant, tout à l'heure, on avait parlé du TCP/IP et de l'impact sur le web et de l'impact sur la société. Alors, j'ai une petite marotte. Je me suis dit, il y a des choses qui sont stables. Il faut trouver des éléments qui ne changent pas. Et donc, le fait qu'il y ait dessous de l'ingénierie, ça permet d'avoir des propriétés techniques qui sont stables et qu'on peut décrire. Alors, il y a, selon moi, 5 propriétés qu'on appelle socio-techniques, qui sont uniquement dépendantes de la technologie qui est autour du numérique, mais qui ont un impact social fondamental. Alors, je propose qu'on en fasse un inventaire. La première propriété socio-technique, c'est l'instantanéité. Par le fait même que l'informatique est une machine électrique, donc toute l'information fonctionne à la vitesse de la lumière. Donc la communication est globalement immédiate. Ça fait moins d'une seconde pour faire le tour de la Terre. C'est quelque chose d'incroyable. Pour certains d'entre nous qui ont vécu avant la possibilité d'envoyer un message électronique, quand on envoyait des courriers papier, ça mettait 24 heures, ça mettait plus et tout. Donc il y avait toute une vie autour de ça qui était organisée. Une société qui avait des vrais week-ends. C'est-à-dire que si tu n'avais pas envoyé ton truc le vendredi soir avec le courrier de 18 heures, ils ne l'auront pas le lundi. Tandis qu'à partir du moment où on fait ça par mail, on peut l'envoyer le dimanche soir à minuit. Des temps d'attente aussi. Donc ça change pas mal de choses. Alors tu vois, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a une propriété technique, c'est un fait. L'informatique utilise la lumière, l'électricité. Donc c'est immédiat. Et ça change tout. Ça change tout dans la communication. Tu as une information immédiate, pour autant qu'elle existe. Et donc voilà, ça c'est la première propriété socio-technique. La deuxième, c'est la décentralisation.
On a vu tout à l'heure que le TCP/IP, donc ce protocole qui fait fonctionner Internet, il est prévu pour qu'il n'y ait pas d'instance pivot, qu'il n'y ait pas de poste de commandement. Hein. Je crois que, mais je ne suis pas sûr de la légende, mais je crois que c'est pour des raisons militaires. Hein. La politique a demandé aux ingénieurs, les militaires ont demandé aux ingénieurs de faire un protocole qui permette de fonctionner correctement, même en cas de grosses catastrophes, par exemple des bombardements sur un central ou autre. Donc l'intelligence de la communication, on dit du routage dans le réseau Internet, elle est déléguée à chaque nœud du réseau. Il n'y a pas quelqu'un qui Alors, dirige. rhizome, je crois qu'on parlait à un moment. Bon, bref. Non, je ne pense pas qu'il y ait un lien, mais... Donc, ça veut dire que le système va collaborer. Et là, le mot est lâché. À partir du moment où on est dans un système, l'Internet, c'est quand même notre environnement de vie hein, actuellement, quoi qu'on en dise. Hein. Eh bien, l'Internet permet de collaborer. L'Internet permet à des gens de même niveau de parler entre eux sans passer par la voie hiérarchique, par quelqu'un qui va payer, chez qui il va falloir payer pour pouvoir publier quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième propriété sociotechnique. Et puis la troisième, c'est la multilatéralité, qui est complètement folle pour le cerveau humain. Mais on s'aperçoit que le cerveau humain arrive très bien à suivre. C'est-à-dire pouvoir tenir en même temps plusieurs communications pendant qu'on en a déjà une. Par exemple, en séance, tu es autour de la table, tu es avec tes collègues, tu parles, mais tu envoies des petits messages, parce que la technique te le permet, à ton collègue, et puis tu prépares ton intervention en tâtant un peu le terrain, etc. Et ce genre de choses, on l'a utilisé, on a fait des tests en classe aussi, où je demandais aux étudiants de tweeter pendant que le cours avait lieu. Et puis, on a été jusqu'à mettre ça a été la grande mode pendant un certain temps dans les conférences scientifiques. Il y avait un des écrans beamer qui montrait les tweets. Donc, en fait, le conférencier ou le professeur dit quelque chose et sans avoir besoin d'interrompre, parce que s'il faut lever la main, faire silence et tout, ça, là, les gens pouvaient parler en même temps, commenter ou, améliorer ce qui se disait. Donc c'est de la multilatéralité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communications ensemble, etc. Il y a une quatrième propriété sociotechnique, c'est l'asynchronicité, avec un A devant. C'est-à-dire que avec la technologie, lorsqu'on communique, avant, il y avait soit des systèmes qui permettaient de discuter en direct, le téléphone, soit des systèmes qui permettaient de discuter en décalé, comme le courrier de lettres par la poste. Hein. Donc, c'est très différent. Hein. Une discussion d'amour au téléphone, c'est pas du tout la même qu'une discussion épistolaire. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Et je ne fais pas du romantisme à bon marché. C'est vrai que, moi je me rappelle de mon école de recrue, on n'avait pas le droit de téléphoner, par contre on avait le droit au courrier gratuit, et ça crée une relation avec ta copine qui est très différente. Le choix des mots. Ouais, et puis le temps Voilà, surtout. Le temps, hein, on dit souvent, tourne ta langue dans la bouche cette fois, passe la nuit dessus avant de répondre. Là, avec le courrier, ça. Et donc, avec les nouvelles messageries qu'on a, comme la plus importante WhatsApp, hein, on a le choix. Tu peux faire du live, du direct, ou tu peux faire du décalage, ou tu peux avoir tout d'un coup quelque chose d'autre à faire, puis tu lâches la conversation, puis elle peut se continuer, puis tu peux la reprendre. Puis il y a toute la gestion avec les jeunes, hein, du premier vu, du deuxième vu, du vœu bleu. Ils ont plein d'astuces pour gérer ce genre de choses, pour montrer qu'ils ont lu ou pas lu, etc. Donc ça, c'est de nouveau une technologie qui permet de fondamentalement changer la manière de communiquer. Et puis la dernière, c'est peut-être la plus dangereuse, c'est la persistance, qui dit clairement qu'une fois que quelque chose a été créé numériquement, et s'il est intéressant, bien sûr qu'il y a des choses qui vont s'oublier, hein, souvent, eh ben, cette chose-là va jamais disparaître, elle est pour toujours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à éduquer et qui fait aussi changer la société. Le droit à l'oubli, je pense que dans un monde numérique, c'est assez, il faut oublier, quoi. Est-ce qu'avec les avancées de l'IA générative, donc en quelque sorte la maîtrise du langage par la machine, est-ce que tu penses que dans cette culture numérique et dans ces 5 points que tu as mentionnés, se rajoute quelque chose de nouveau dans cette culture numérique? Ou pour toi,
c'est encore trop... Alors, mes 5 propriétés socio-techniques, j'ai l'habitude de dire que c'est des invariants. Je suis sûr que ça ne bouge pas. Alors d'abord, j'ai quelques années derrière moi. Et puis deuxièmement, c'est parce que le système est basé là-dessus. Actuellement, l'IA générative, ce n'est pas stabilisé. C'est-à-dire qu'on peut améliorer les modèles de langage. Donc, ChatGPT 3, ChatGPT 4, ce n'est pas la même chose, ça change. On peut combiner l'IA générative avec un moteur de recherche. Donc, tromper un peu le système qui veut que d'un côté, tu aies des réseaux de neurones, puis de l'autre côté, tu as une base de données. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est un invariant, et je pense qu'il faut observer ce qui se passe et que ça continue à évoluer. Et que là, même si ça va très très vite, on n'a pas une base stable sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle on peut, par exemple, ce que je fais avec les clients qui me demandent de les accompagner dans l'intelligence artificielle, pas dans l'intelligence, justement, dans la transformation numérique, je leur fais faire des matrices SWOT. Tu sais, ces matrices qui mesurent les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, sur chacune des 5 propriétés socio-techniques, sur chacun de leurs processus. Ça, c'est des exercices qui sont totalement stables et qui permettent après de bien mesurer. Donc après, tu as une super matrice SWOT sur ton activité. D'ailleurs, j'ai constaté un truc, je ne l'ai pas démontré scientifiquement. On parle souvent des jeunes qui sont digital migrants et des jeunes qui sont digital natives. Enfin, on a fait ça. Ah, d'accord. On disait que les jeunes qui sont nés après 1986, ils sont plus ou moins digital natifs. Ils ont toujours vécu dans le monde numérique. Et les jeunes qui sont nés avant, enfin les jeunes moins vieux, moins jeunes qui sont nés avant 1986, ils sont digital migrants, c'est-à-dire qu'ils ont dû changer. Eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que, mais sans preuve scientifique, c'est qu'on a la même chose avec les entreprises. Les entreprises qui existaient avant le monde numérique, elles ont dû migrer. Alors, je peux prendre des exemples. Et habituellement, elles ont beaucoup de difficultés. Par exemple, les applications qui n'ont existé que dans le numérique, comme Uber, comme Blablacar pour les transports ou autres, sont beaucoup plus performantes dans leur vie numérique que les entreprises traditionnelles qui doivent des fois même conserver encore un historique, comme par exemple les TPG à Genève, les CFF ou autres, qui ont beaucoup de difficultés à faire des applications aussi performantes. Bien sûr que l'application des CFF, elle est incroyable pour ce qu'on peut faire, mais disons, si tu la compares à une application d'une entreprise qui n'existe que sur le numérique, qui permet juste de commander des transports sur le numérique, ça n'a rien à voir. Tu peux encore faire une comparaison avec l'automobile. Ouais. Entre peut-être des marques allemandes et Tesla. Oui, par exemple, la distribution des véhicules dans des concessions et tout ça, c'est compliqué. Et, ouais. Mais c'est 2 mondes qui survivent. Mais on peut faire la comparaison à plein d'autres choses. Par exemple, en ce moment, c'est pas simple de gérer ses factures, de gérer sa déclaration d'impôt, parce qu'il y a la moitié des informations qui sont numérisées, l'autre moitié qui sont encore sous forme de papier. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on numérise tout? Est-ce qu'on imprime tout? C'est compliqué. Moi, je pense qu'on a vécu, on vit en ce moment une transition compliquée. Et donc, dans chaque entreprise, pour finir sur ce sujet de la transformation numérique, c'est un vrai défi. Une entreprise, pour continuer à exister et passer d'un monde totalement traditionnel avec des processus clients non numérisés à des processus clients numérisés, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de risques. Tu parlais de justement cette transition, mais aussi peut-être cette fracture numérique, si on peut appeler ça comme ça, entre l'ancien monde et le nouveau monde, et puis ceux qui n'ont peut-être pas migré. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça m'en vient au sujet en fait, du numérique responsable qui englobe aussi ces sujets-là. On en parle beaucoup en Suisse. Je crois que c'est un sujet où tu as des choses à dire. Est-ce que voilà, pour toi, c'est quoi le numérique responsable et puis comment peut-être on peut améliorer certaines pratiques? Alors, il y a le numérique responsable et la responsabilité numérique. Non, parce qu'il y a des éléments d'écologie et puis il y a des éléments juridiques. Et puis le tout est lié. Alors, il y a des choses que je maîtrise assez bien parce que c'est facile à maîtriser, je pense, parce que ça dépend d'une loi, d'un règlement. Lorsque
on est un chef d'entreprise, ben ça aussi, ça fait partie de la transformation numérique. Une fois qu'on a fait sa transformation numérique, bam, on s'en prend une derrière le dos parce qu'on possède des données et ces données, on en devient responsable. Et en fait, on n'en devient pas propriétaire en plus. Hein. Ça, c'est des fois pas facile à expliquer parce que les gens pensent qu'ils ont acquis des données. C'est pas tout à fait vrai. Donc, on est responsable de ces données. Et puis, là, l'arsenal juridique a bien avancé, ne serait-ce que pour protéger le copyright et puis surtout la protection de la sphère privée. Hein. On a le RGPD en Europe, on a depuis septembre cette année, hein, c'est pas si vieux, hein, la LPD. Donc là, il y a un engagement. Donc, il y a une obligation pour tous les chefs d'entreprise d'aller suivre des cours. Et d'ailleurs, à Genève, on a la Direction générale de l'innovation et de l'économie qui a mandaté la HEG pour faire des cours, enfin, pour faire des introductions, puis après, ça va plus loin. D'ailleurs, les entreprises doivent aussi engager des spécialistes, des responsables de données, etc. Donc ça, c'est la responsabilité numérique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu traites des données, tu as une responsabilité de dépositaire de la donnée. Tu n'es jamais propriétaire d'une donnée personnelle. Donc même si tu es une banque et que tu possèdes les données des comptes en banque de tes clients, les données des comptes en banque de tes clients appartiennent aux clients. Même si tu as, toi, fait les calculs, etc. Ce qui t'appartient, c'est la formule de calcul, c'est la statistique sur l'ensemble des coûts, d'intérêts ou autres. Ça, oui, c'est à toi, mais pas la donnée personnelle de chaque client. Donc ça, c'est pas toujours facile à expliquer. La même chose pour... mon projet de recherche actuel, c'est sur la prévoyance sociale, et on a dû effectivement bien clairement définir que les données de prévoyance n'appartiennent ni aux caisses de pension, ni aux banques pour le troisième pilier. Voilà. Donc ça, c'est la responsabilité numérique des entreprises, et on pourrait en parler pendant des heures. C'est un gros sujet. Et là, le numérique responsable, c'est un numérique qui n'attaque pas les structures même de la nature, quoi. Et donc ça, c'est pas très simple, parce que les ordinateurs, c'est des gros consommateurs de données. Alors, bon, il y a quelques moments, il y a quelques petites choses qui sont réjouissantes, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Bon, d'abord, quand on fabrique un ordinateur, c'est une catastrophe écologique. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord avec ça. Parce qu'on utilise des métaux rares, parce qu'on utilise de l'énergie, parce que c'est très complexe, puis que voilà. Donc, fabriquer un ordinateur, c'est pas bien. Par contre, à partir du moment où on allume l'ordinateur, là, les choses vont beaucoup mieux et on passe dans le positif. À partir du moment où on utilise un ordinateur, on va optimiser les émissions, on va optimiser le travail. Donc, on va gagner sur le temps et donc sur l'énergie pour faire quelque chose. Donc, ça va être meilleur. Ensuite, avec un ordinateur, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, on peut remplacer des séances par des vidéoconférences. A priori, on devrait quand même gagner de l'énergie. Je pense quand même que si on réunit tout le monde en vidéoconférence ou que les envoie dans le monde entier pour se réunir à New York, c'est quand même meilleur. Et puis surtout, avec les ordinateurs, on peut gérer des problèmes globaux de la Terre, du monde. C'est-à-dire, par exemple, on peut gérer les problématiques climatiques, la déforestation et tout. Sans ordinateur, tu ne peux pas faire ça avec des feuilles crayons, ce n'est pas possible. Donc, les ordinateurs ont un bilan énergétique, un bilan pollution positif. Jusque-là. Mais si tu regardes les statistiques, tu t'aperçois que la consommation actuelle des data centers et de l'Internet, elle est dans un petit pourcentage de 4%. Enfin, c'est important par rapport à l'ensemble de l'énergie consommée dans le monde. Parce qu'on utilise des ordinateurs pour des loisirs. Parce qu'on utilise des ordinateurs pour stocker des messages électroniques. Il y a toujours le petit débat, là, des gens qui écrivent « N'imprimez pas ce mail, pensez aux arbres ». Mais c'est complètement bidon. Si tu imprimes le mail, puis qu'ensuite tu l'effaces, ça t'a coûté une feuille de papier que tu mets dans un classeur. Alors, je ne veux pas vous dire de faire ça, parce que ce serait un peu bizarre qu'un prof d'informatique dise de faire ça. Mais écologiquement, c'est meilleur, parce qu'un mail qui est toujours sur le serveur à disposition et qui tourne 24 heures sur 24, puis tu as envie tout d'un coup, après 3 ans, d'aller le relire, c'est une absurdité énergétique incroyable. Donc on devrait dire penser à la planète, supprimer cette idée. Donc on doit supprimer, on doit vider les machines. Ouais. Et puis voilà, puis bon, le grand problème, c'est les vidéos, tout ça. Donc je ne dis pas que l'informatique, ce n'est pas un cadeau pour l'écologie, ce n'est pas un cadeau pour la nature. Par contre, c'est nécessaire pour gérer les gros problèmes.
Voilà. Justement, j'avais une question un peu sur le potentiel de l'intelligence artificielle. Puis quand on parle d'IA, on parle bien sûr de données. Et ce que tu dis est très intéressant sur la capacité de ces centres de calcul de gérer beaucoup de données. Ça, pour toi, ça fait partie d'un des potentiels de l'intelligence artificielle pour l'écologie, par exemple, ou pour résoudre des grands problèmes Alors, donc là, on ne parle pas de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, pas forcément ouais, génératives. voilà, Voilà. ça n'a rien à voir. Mm. Effectivement, l'intelligence artificielle, elle va permettre de structurer des choses de façon automatique, hein. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la machine peut toute seule constater dans un nuage de données quelque chose, et puis en faire quelque chose, et puis faire évoluer les choses. Puis ça, elle est assez douée. Et puis effectivement, pour que ça se passe bien, il faut des quantités de données. Puis là, on a le paradoxe, parce que dès que tu as du big data, dès que tu as des quantités de données, tu as des gros centres de calcul qui coûtent beaucoup d'argent. Hein. Et en énergie, pardon, beaucoup d'énergie. Donc, bien sûr que tu vas régler les problèmes, mais tu vas en créer d'autres. C'est tout le temps la même difficulté, la même balance à tenir. Donc oui, mais alors reprenons mon optimisme légendaire. Oui. Hein. Bah oui, on va trouver des solutions pour que l'impact écologique soit moins mauvais et puis qu'on ne retire que les bénéfices de ce que la machine arrive à faire et que l'humain seul n'arrive pas à faire. Ouais. Je voulais revenir sur un concept même donc de l'informatique avec des 1 et des 0, le vrai et faux. Récemment, on a vu la vidéo de Sam Altman, donc, le CEO d'OpenAI, qui parle beaucoup, lui, d'intelligence artificielle générale, donc il est déjà un cran au-dessus. Et j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses que les machines deviennent de moins en moins binaires et que finalement, ce flou que tu parlais de décision humaine, est-ce qu'on arriverait à la transposer sur les machines? Alors, d'abord, je ne suis pas Sam Altman, Oui. et que lui, son métier, c'est de vendre de l'IA, et puis il est certainement très, très brillant, et donc il faut l'écouter s'il dit quelque chose. Mais je pense que je ne crois pas que les machines, dans un délai raisonnable de quelques dizaines d'années, vont arrêter d'être binaires. C'est bien leur faiblesse en particulier. Ça reste, quand on parle de machines, c'est binaire. Il va falloir faire d'autres machines, et je pense plutôt des combinaisons. Okay. Des machines qui pourraient avoir des éléments, ou alors peut-être, j'allais dire, de greffer des éléments humains, c'est pas la bonne idée. Mais par contre, on fait le contraire. On pourrait imaginer que des machines soient greffées sur le corps humain ou dans le cerveau pour pouvoir être pris en charge par un cerveau. Alors, l'intelligence artificielle générale, comme le cite Sam Altman, et d'ailleurs il le dit lui-même, c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour l'instant, c'est très limité. Donc, on n'a pas trop de soucis. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est capable de faire exactement ce qu'elle est capable de faire. Ce n'est pas une phrase bidon que j'ai dit. C'est-à-dire qu'elle est capable de générer quelque chose de parfaitement compréhensible par l'humain. Tu peux parler avec ta machine, et il parle en français ou en anglais parfaitement clair, et tu as l'impression de parler avec un autre humain. Maintenant, première chose, ce que te dit l'intelligence artificielle générative, elle ne le comprend pas et elle ne le perçoit pas. Et pire que ça, elle ne perçoit pas qu'elle existe. Donc la seule façon de faire en sorte, et c'est ce que fait le machine learning, de faire en sorte qu'on puisse améliorer l'intelligence artificielle générative, c'est d'avoir des agents qui observent ce qu'elle dit, et puis qui s'en rappellent, puis qui reposent la question, ce qu'on ne fait pas du tout actuellement avec le chatbot de ChatGPT. D'accord ? Donc, aujourd'hui, l'intelligence générative telle qu'elle nous est donnée, elle est excessivement utile pour réécrire un texte, vérifier l'orthographe, améliorer une structure. Par contre, pas pour créer quelque chose. Et puis, on ne peut pas entretenir une conversation. Et puis surtout, tous les éléments humains, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de l'ensemble de valeurs, il n'est pas possible d'être pris en charge par ces machines, par le fait même que c'est binaire. Pour moi, la machine reste binaire et l'intelligence artificielle reste un outil de plus en plus performant et assez génial. Moi, je ne sais pas, si tu es patron d'une plomberie,
puis tu dois faire du courrier administratif, ou répondre à des mails, tu vas dire à l'intelligence artificielle de le faire, parce que ce n'est pas ton job. Mais moi, qui écris des articles, qui fais des cours, qui fais des conférences, je ne peux pas demander à l'intelligence artificielle de me la faire. J'arrive pas. J'ai essayé. C'est pas moi. Donc, voilà. Donc, c'est utile pour certains et c'est pas utile pour d'autres. Tu peux même avoir une discussion avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire essayer de raisonner avec elle, parce que ça, elle sait faire. Mais elle fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette perception. Elle n'a pas de suivi. Et puis si comme tout humain, tu sautes du coq à l'âne, elle est perdue, quel que soit son réseau de neurones. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'intelligence artificielle globale va exister rapidement. Et puis, je ne pense pas que les machines non binaires vont disparaître. Je pense que les machines vont rester binaires encore un moment. Je partage ton point de vue. Moi, je suis même encore plus optimiste. Mais ça me fait plaisir. Parce que... non, mais je trouve ça chouette ce qu'on vit actuellement. J'avais peut-être une question aussi sur... on parle beaucoup des États-Unis. OpenAI, ça vient des États-Unis. Aussi, on parle de souveraineté numérique en Suisse. Dans un monde interconnecté, globalisé... moi, j'ai toujours un peu du mal avec ce concept aussi et dans la réalité des choses. Toi, tu l'interprètes comment, souveraineté numérique, et puis comment on peut tenter d'en bénéficier pour le meilleur, quoi. Alors, c'est un sujet hautement politique, hein, puisque chaque fois qu'une administration met en place un service cloud, si elle a le malheur d'utiliser les services d'Amazon ou de Microsoft, elle est descendue en flèche, et puis... ça ne change rien à nos problèmes. Alors, la souveraineté numérique, tout le monde a bien compris. C'est l'idée que tout ce qui est numérique reste dans notre... Bon, souveraineté, c'est un pays, donc dans notre pays. Bon. Alors aujourd'hui, ça ne l'est pas, mais on va peut-être d'abord poser les bases qui sont dessous. Avant qu'il y ait une souveraineté numérique, il faut une souveraineté énergétique et une souveraineté alimentaire, parce que ça, c'est quand même les bases de la pyramide de Maslow chez les humains. Hein. Également une souveraineté des matières premières. Parce que les outils pour fabriquer les batteries ou les ordinateurs ou le câblage, ça ne vient pas de chez nous. Donc, on peut imaginer de construire un petit pays. La Suisse est capable peut-être de faire ça, parce que d'abord, on a de l'argent. Deuxièmement, on est assez petit, on est bien placé. On pourrait imaginer de travailler sur ces souverainetés-là. Et quand on aura fait ça, mais ça va prendre 20, 30, 40 ans, hein, à ce moment, pour autant qu'il n'y ait pas une catastrophe entre deux, à ce moment-là, on pourra commencer à parler de souveraineté numérique. Alors, il y en a qui vont me rétorquer, « Ouais, mais là, tu parles de la souveraineté des data centers, mais on peut parler aussi de la souveraineté des logiciels et tout. » D'accord, ce n'est pas la même vitesse, mais la souveraineté numérique, je n'y crois pas, ce n'est pas possible. On peut faire des contrats. Alors, d'abord, mettre les données chez un provider de cloud comme Amazon ou comme Microsoft, ça sera toujours 1000 fois meilleur que de mettre les données sur un provider de cloud, là, je ne vais pas me faire des amis, hein, local, parce que... Pour la cybersécurité. Ouais, voilà. Il y a les bons, il y a les professionnels, les industriels, puis il y a les amateurs, ou non pas amateurs, professionnels, mais disons artisans. Qui ont moins les moyens d'avoir des équipes autour de ça. Donc, tu vois, il y a ce problème de souveraineté de base, énergétique, alimentaire, de matières premières. Il y a le problème de la souveraineté numérique qui est aussi attaquée par la cyberadministration. Donc, c'est pas si simple. Alors maintenant, essayons de voir les choses avec un peu de recul, puis de se dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être souverain ? Pourquoi moi, je devrais être complètement indépendant de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont complètement à côté de nous, qui parlent la même langue que nous, qui sont complètement intercalés, qui sont dans la même vallée du Rhône que nous, voilà, on vit ensemble. Alors, bon, donc je me dis, on peut peut-être imaginer de partager correctement. De toute façon, c'est le cas. Aujourd'hui, l'électricité qu'on consomme ici, elle vient de France, elle vient d'Italie. Et d'ailleurs, quand il y a un problème sur le réseau, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Entre nous soit dit, ça marche pas mal. Hein. Il n'y a plus rien qui va. Et puis, c'est international. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis absolument pas un excité de la souveraineté. Je suis très détendu. Mais je ne suis pas banquier. Je ne suis pas dépositaire de brevets de haute technologie. Voilà, donc c'est un peu facile pour moi de dire ça. Hein.
Dis-moi. Juste encore une petite phrase. Ça m'amuse toujours quand on nous dit « Ah ouais, alors on a fait un contrat avec Microsoft, ils nous garantissent que nos données, elles ne vont pas aux États-Unis. » Bon, alors là, il y a deux choses. Ça, c'est ce que les juristes ont écrit le vendredi ou le lundi matin ou le mercredi soir. Mais quand tu es le planton informaticien qui est tout seul dans le centre serveur qui se trouve effectivement en Europe ou en Suisse, un samedi soir, et qu'il y a un problème de temps de réponse, et que tu es dans la panade, et que tu ne sais pas qui appeler, et puis que tu te dis, si je fais du cash aux États-Unis, j'ai réglé mon problème, tu le fais. Et le contrat, il est pas passé. Et puis, le reste est aussi de tous les patriotes et autres data acts des États-Unis qui, de toute façon, ont construit dans leur législation de quoi diriger tous les gens qui utilisent leurs ressources, que ce soit le dollar ou leur système informatique. Donc, voilà, il faut juste être réaliste. Après, on peut développer ça à qui veut l'entendre. Mais pas maintenant. Prochaine interview. Ouais. Ou à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ouais, mais on va t'inviter plus souvent, c'est génial. Non. Moi, j'avais une dernière petite question sur Caritas Genève. Ouais. Pourquoi finalement, voilà, tu es engagé à la présidence de Caritas Genève, et puis est-ce qu'il y a un lien avec toute ta carrière dans l'informatique? Bon, alors, je suis engagé à Caritas Genève parce que j'ai fait des colonies de vacances à l'époque à Caritas Genève, que ça a été mon premier employeur. Quand j'étais étudiant, j'ai fait, voilà, donc j'ai trouvé intéressant d'avoir une activité sociale. Hein. J'avais une mère assistante sociale aussi, donc j'étais impliqué là-dedans. Donc je suis resté. Ensuite, j'ai monté l'informatique de Caritas Genève. Donc j'ai pu voir comment on va optimiser les processus dans un monde où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais j'étais étudiant, donc ça allait bien. On faisait ça comme travail de diplôme ou comme travail de projet. Et puis, on pouvait aider, par exemple, tous les processus de désendettement, etc. Et puis, petit à petit, la mission de Caritas, c'est de lutter contre la précarité. Donc, pour lutter contre la précarité, tu le peux faire en live. Quelqu'un a des dettes, il vient te voir, tu as un service juridique, un service d'assistance sociale, tu essaies de faire un plan de désendettement, et puis voilà, tu règles son problème sur le moment. Tu règles ou tu essayes de le régler. Et puis la précarité, ça peut être aussi vu en amont. Et donc pour ça, il faut faire de la formation, puis c'est peut-être là où ma casquette de prof fait que je suis resté, ensuite après avoir quitté mon job à Caritas, je suis resté au comité, maintenant j'en suis le président. Et puis, on a travaillé avec les directeurs successifs que j'ai connus sur non seulement le travail avec les assistants sociaux et les juristes, mais aussi avec des formateurs pour l'insertion professionnelle, etc., etc. Et puis, d'ailleurs, ça avait été un truc que j'avais monté avec mes étudiants. Les gens qui vont à Caritas, ils ont de la peine à s'insérer dans la société. Et c'est une bonne boucle de tout ce qu'on a dit. Hein. Et comme notre société est de plus en plus numérique, eh bien, il y a aussi une insertion numérique. Donc, de faire en sorte que ces gens-là aussi aient accès à des technologies, à des choses, c'est assez positif. Voilà. Ah, chouette. Est-ce que tu aurais 2 recommandations à partager sur la chaîne? Un reportage, un livre, des podcasts que tu écoutes? Alors, j'ai réfléchi, parce que je savais que tu allais me poser cette question. Alors, comme geek, parce que je suis des fois geek, j'aime bien la publication internet TheVerge.com. Ouais, Je les trouve assez... voilà. Hein. Ensuite, au niveau grand public, je pense que les newsletters des journaux comme Le Temps ou ID.news sont vraiment très bien faites. Elles permettent vraiment de comprendre différentes choses. Et puis, je vais faire un peu de pub pour ma boutique. Moi, j'aime beaucoup aussi la revue Hémisphère, qui est la revue de la recherche de la HESSO. Donc, je trouve qu'elle est très, très bien faite. Et puis, tu m'avais dit, il faudrait peut-être aussi avoir un livre. Alors, j'en ai pris un avec moi, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà. Ça peut-être faire le contre-pied avec l'interview de Sam Altman. Donc, voilà ce livre qui s'appelle Paroles de machine de Alexis Grimbaum. C'est un grand scientifique, hein, elle est où la caméra, ça va, ouais. C'est un grand scientifique, il est directeur de recherche au CEA Sachet, et puis lui, il fait de la philosophie sur le débat, sur la façon de discuter. Naturellement, il parle de ChatGPT, il dit on parle
on parle en langage naturel avec, qu'est-ce que ça veut dire, et puis ça remet un peu l'église au milieu du village, et d'ailleurs il n'a pas peur de faire des citations avec la Bible. Donc ça se lit très vite, hein, Ouais, je vois que tu c'est la marques écrit, beaucoup. ouais, moi j'ai bien aimé. Et puis c'est écrit en grosses caractères, pour les informaticiens qui ne sont pas des littéraires, c'est lisible. Ça donne un peu un Voilà. autre point de vue Ouais, ça donne un autre qu'on point de vue. entend un peu moins Oui, ces exactement, derniers un temps. peu philosophique. Magnifique. Et puis ma dernière question, je la pose toujours, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander que l'on pourrait inviter sur la chaîne? Oui, j'y réfléchis aussi. Et puis, j'ai la chance d'avoir un adjoint scientifique qui s'appelle Athanasios Priftis, qui est un sociologue du numérique, avec lequel je me suis éclaté, avec lequel j'ai pu avoir des discussions de miroir ou d'écho, qui, pour chaque chose dans le numérique, dans la wikinomie, par exemple, cette économie autour de la collaboration et tout, c'est vraiment un spécialiste de ça. D'ailleurs, je lui ai confié dans la filière un cours qui s'appelle Wikinomie, qui me fait bien des problèmes parce que la direction de l'école ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Et donc, mais c'est fondamental que nos informaticiens, voilà. Et donc lui, c'est quelqu'un avec lequel on peut passer une bonne soirée. Ah, Donc je te recommande de l'inviter. On Et le puis je peux fera. inviter 2 personnes. Bien sûr. J'ai aussi la chance de collaborer avec une juriste qui est passionnée du droit du numérique, qui a repris en charge tous nos cours d'éthique et de responsabilité juridique pour nos étudiants, qu'on a ajouté dans le nouveau plan d'études, qui s'appelle Desislava Leclerc, et que je recommande vraiment, parce qu'elle a un esprit très, très structuré, et puis c'est une geek. Ah, Une génial. geek du numérique responsable. Écoute, volontiers Voilà. pour les contacts. Voilà. Jean-Philippe, merci infiniment. Merci aussi pour ton engagement auprès de la plateforme Alpacity. Merci. Et voilà, J'en suis très flatté, tu sais. je me réjouis de la collaboration et puis des activités qu'on pourra faire pour les PME. Bon après-midi. Merci. Au revoir.